Bonjour à tous. On a 20 minutes à passer ensemble et je vais vous parler d'IoT, je vais vous parler un peu de Sigfox, je vais vous parler de sensorisation. Je vais faire pas mal de franglais, veuillez m'en excuser. J'ai des slides en anglais, je vais le faire en français par-dessus, il peut y avoir un joli mix. Je vais me mettre mon petit timer pour être sûr que je ne dépasse pas. Tac, et on est parti. Donc je m'appelle Cédric Georgie, je suis directeur des projets spéciaux chez Sigfox, un titre dont j'ai toujours rêvé quand j'étais enfant, d'être un peu agent spécial. Rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Sigfox, c'est une boîte qui grandit, on est 250 désormais, on était 60 il y a 2 ans, et on a besoin de garder une partie des équipes en mode pure startup, pure innovation, pure cycle court et itération. Donc on a monté une startup dans la startup, et c'est l'équipe qu'en fait j'ai montée chez Sigfox. Oui, mes slides, oui, mes slides derrière. Sigfox, on fait quoi? Vous avez peut-être entendu parler de Sigfox parce qu'on est à Toulouse, je vais avoir un peu d'accent, parce qu'on a levé un peu d'argent, mais ça, à la limite, c'est qu'un moyen, c'est pas la finalité. Sigfox, surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie un service global de connectivité pour l'Internet des objets et pour une partie de l'Internet des objets qui a besoin de 2 choses, d'envoyer très peu de données pour très peu d'énergie. Et c'est ça l'idée clé de Sigfox depuis le début, et on le fait de façon globale, comme je vais vous le montrer. Donc avec 4, on va dire, USP, je ne sais pas le traduire celui-là, donc les aspects clés de l'offre Sigfox, qui est notamment faible consommation d'énergie, globale, simple et très peu onéreux en termes de coût d'abonnement, puisqu'on est un business model d'opérateur, donc on vend de l'abonnement. On fait partie de la nouvelle catégorie qui s'appelle les LP1, donc Low Power Wide Area Network, qui est en bas à droite. D'habitude, quand vous faites des schémas comme ça, vous êtes toujours en haut à droite. Nous, on a dit non, non. Il y a une notion qui est celle de la consommation qu'on veut minimiser, donc on se met en bas à droite. C'est cette nouvelle catégorie dont Sigfox a été les pionniers. Sigfox date de 2010. Maintenant, on a quelques suiveurs et pas des moindres. Mais c'est cette idée d'avoir un réseau longue distance, donc vous n'avez pas de gateway, mon device il n'est pas connecté à mon téléphone, il n'est pas connecté à ma box, il est vraiment connecté à un réseau qui est déployé de façon globale. C'est pour ça qu'on appelle ça du Wide Area Network. Sigfox dans le monde c'est ça, aujourd'hui, c'est-à-dire on a 21 partenaires, soit on distribue le réseau par nous-mêmes, soit on passe par des partenaires dans 19 pays. Et on en ajoute tous les mois, puisque pour nos clients qui sont essentiellement des entreprises, on veut avoir une offre de connectivité mondiale. Là, je vous ai fait un zoom sur l'Europe, sachant qu'on a déjà commencé sur quasiment tous les continents. Quasiment, ouais. Une notion importante à avoir sur Sigfox, c'est qu'on est fermé au niveau du réseau. C'est notre propre réseau qu'on déploie. Par contre, on est complètement ouvert au niveau du device. Ce qu'on fait chez Sigfox, c'est uniquement la connectivité. C'est-à-dire que même si pour cette connectivité-là, vous allez avoir besoin d'un composant. Ce composant, la librairie que vous allez mettre dessus, on ne la licencie pas. Il n'y a pas de royalties dessus. Ce qui fait qu'on a un écosystème de fournisseurs de semi-conducteurs qui est venu autour de nous, comme Atmel, comme TI, comme Silicon Labs, comme NXP, comme STM, qui font des composants compatibles Sigfox. C'est valable pour les composants, c'est pareil pour les devices. Donc on a cet écosystème qu'on construit autour de nous, qui est la liste que vous pouvez voir là et que vous pouvez voir sur un de mes bébés chez Sigfox, qui est le Partner Network, donc partners.sigfox.com. Et on retrouve toute la diversité, on pourrait faire aussi une présentation là-dessus. Quand vous rentrez dans l'IoT, à la différence peut-être du web, vous avez une diversité d'interlocuteurs beaucoup plus large, que ce soit au niveau du hardware, au niveau du firmware, au niveau du software, donc plutôt la partie web. Vous avez une partie industrialisation, vous avez une partie modélisation, enfin c'est très très large. On essaie de regrouper autour de nous un ensemble de partenaires que vous allez pouvoir appeler en fonction des besoins. Ça en est fini pour la partie Sigfox, j'y reviendrai peut-être un peu après. Je vais vous parler aujourd'hui d'un concept qui nous est cher chez Sigfox, qui est cette notion de sensorisation. Donc si je résume, hein, si vous devez garder un truc en tête, c'est qu'en fait le vrai potentiel de l'IoT, c'est que dans 2, 5, 15 ans, c'est pas tant 50 objets connectés qu'on va avoir chez nous. Par contre, on va avoir des capteurs connectés tout autour de nous. Chez nous, dans la ville, à la campagne, partout. Quand on regarde le Gartner Hype Cycle, vous voyez l'IoT, c'est tout en haut, ce qui veut dire qu'on va passer par une phase de désillusion dans pas longtemps. On va plutôt essayer de rapidement la passer pour aller sur le plateau de maturité. Surtout, ce qui veut dire buzzword veut dire en général incompréhension. Surtout en français, où on traduit IoT par Internet des objets,
et parce que les gens ne comprennent pas Internet des objets, notamment nos parents, on va leur dire objet connecté. Ce qu'il faut garder en tête, c'est plutôt la notion de chose qui est originelle avec le concept de IoT. Pourquoi? Parce que objet connecté veut dire B2C, veut dire gadget que je vais aller financer sur Kickstarter, que je vais recevoir dans 6 mois et qu'au bout de 3 jours, je ne saurai plus quoi en faire. Heureusement, il n'y a pas que ça. Mais une grosse partie du potentiel de l'IoT, c'est dans cette idée de connecter des choses. Cisco parle aussi de Internet of Everything, pour aller encore plus loin dans cette granularité de l'IoT. Et donc vraiment, pas juste mon objet que je peux utiliser, quelque chose de tangible, mais tout et n'importe quoi peut être connecté, la route, un bâtiment, mon champ, ma vache, mon chien, n'importe quoi. Et à cela, on peut rajouter aussi le fait que ce n'est pas juste une idée de rajouter des nouveaux objets connectés, des nouvelles choses connectées, c'est plutôt le travail de regarder qu'est-ce qu'on peut connecter qui existe déjà, mais justement en rajoutant des capteurs ou en faisant la prochaine version qui intègre des capteurs, comment là on peut augmenter la valeur du service, de l'objet, et changer fondamentalement les choses. J'ai quelques exemples à vous montrer. On aime bien faire la différence entre deux types. Alors, forcément, quand vous essayez de diviser en deux, c'est une frontière qui est assez floue, qu'on peut complètement challenger. Mais pour résumer, dans l'IoT, on va faire une différence qui va dans le sens de ce que je viens de vous dire, entre des systèmes intelligents, qui en gros embarquent une capacité de processing assez complexe, un robot, un nouveau device comme Ili, qui a été fondé par Ilan Abeacera, qui est ce nouveau système pour facilement appeler, notamment au niveau familial, juste avec quelques boutons. Donc ça, c'est un système intelligent que je place chez moi, qui est plutôt connecté de façon lourde avec du Wi-Fi. Ça va être des nouveaux robots, ça va être les drones, enfin, c'est toute cette catégorie-là d'objets. Et complètement à l'extrême, sachant qu'encore une fois, c'est graduel entre les deux, vous avez des choses toutes simples qui se résument à des capteurs connectés. Et la data qui est envoyée par ce capteur va être transformée en service. C'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. Juste avant, je vais vous donner un exemple pour voir que, en fait, je vous dis une chose, je vous dis le contraire juste après. Normalement, c'est comme ça que les choses se passent. Il n'y a jamais de vérité absolue. C'est l'exemple de la machine à laver. Imaginons vous êtes chez Samsung et vous voulez connecter une machine à laver parce qu'on, un peu comme à l'époque des applis iPhone, vous avez votre boss qui vous dit qu'il faut absolument connecter. Vous n'êtes pas posé la question de pourquoi vous avez besoin de la data depuis votre objet, mais on vous dit qu'il faut connecter. Il y a 3 façons. Je vous propose une façon en 3 étapes. Première, c'est je veux connecter pour que l'utilisateur interagisse avec ma machine à laver. Donc je vais faire une appli, et puis il va être prévenu en Bluetooth quand il est à côté de la machine ou quand il est dans notre pièce, que la machine est finie. Intérêt de lancer toute une nouvelle production uniquement pour ça, on peut la challenger. En tout cas, c'est souvent par cet angle-là qu'on va démarrer dans le secteur de la grande consommation. C'est une appli, on va dire une appli accessoire qui vient avec un objet existant. Donc c'est à titre comment vous connectez entre l'utilisateur et la personne. Le deuxième niveau, c'est comment vous connectez entre la machine et son environnement. Donc là, ça peut commencer à être un peu plus, de façon un peu plus, ça peut commencer à être plus intéressant. Par exemple, je veux que ma machine soit connectée à d'autres équipements de ma maison. Donc là, c'est une autre bataille qui a lieu, qui n'est pas au niveau de la connectivité au sens radio. C'est plutôt la guerre de quelle est la plateforme centrale de la maison qui va regrouper tous les protocoles pour que tout puisse interagir les uns avec les autres. C'est une bataille énorme qui a lieu. C'est pas pour rien que un Samsung a racheté SmartThings. C'est pas pour rien que Google a racheté Nest. Nest, c'est pas juste pour le thermostat en tant que tel, c'est pour être le point central, la colonne vertébrale de tout mon environnement connecté chez moi. Mais quel va être cet usage-là? Encore une fois, on peut trouver différents exemples. Ça va être, je vais pouvoir peut-être augmenter le chauffage dès que ma machine à laver a fini, parce que je sais que je vais devoir sécher le linge dans une certaine pièce. Pardon des délires, mais en tout cas, c'est ce genre de scénario qu'il faut faire pour intégrer la connectivité à un usage réel. Moi, le point qui m'intéresse, parce que souvent, il n'est pas forcément connu, c'est le dernier point. C'est le fait qu'en fait, de plus en plus de systèmes, d'objets vont être connectés sans que l'utilisateur n'en ait aucune idée jusqu'au jour où il va avoir une alerte, où il va avoir un système.
c'est le fait, par exemple, de faire de la maintenance prédictive sur une machine. Et donc, c'est le fait de dire, moi, je vais mettre un capteur qui va mesurer et qui va surveiller ce qui se passe sur ma machine à laver. Ce capteur va être connecté, l'utilisateur ne le sait absolument pas. Ça va être connecté directement, donc sans configuration aucune, sans Wi-Fi, sans rien. Je l'allume, ça marche. Et c'est le fabricant qui, lui, va récupérer ces données, soit pour améliorer son produit, pour avoir des statistiques d'usage, ce qui n'a en général pas. Il est complètement dans le web, on se rend plus compte parce qu'on a tout. On met du Mixpanel, on met je ne sais quoi d'autre, et en fait, on sait exactement ce que font les utilisateurs. Dans la majorité des industries, complètement aveugles une fois qu'ils ont vendu le produit. À partir du moment où vous vous connectez, vous allez pouvoir recevoir des insights intéressants, et puis vous allez pouvoir transformer cette data-là aussi en service. Et ça va accompagner un autre mouvement qui a lieu dans ces industries, qui est de dire, on passe d'une industrie de vente de produits à une industrie de vente de services. Et à la différence d'avant, où vous vouliez que votre machine dure 5 ans pour que les gens en rachètent, à partir du moment où vous faites du service, vous avez plutôt tout intérêt à ce que la machine dure très longtemps et donc à faire de la maintenance. Et donc, en connectant, vous allez pouvoir faire une machine qui en fait va détecter elle-même qu'elle a un problème, et l'utilisateur va voir un jour arriver un réparateur qui va prendre rendez-vous pour dire attention, bientôt votre machine va être en panne, je vais venir avant que ça se passe. Voilà une façon de voir comment rajouter des capteurs et comment surtout voir la différence avec un même objet, différents angles d'attaque sur l'IoT. On m'avait dit de faire du 16 neuvième, ça ne doit pas être tout à fait du 16 neuvième, donc désolé pour les titres. Quand on résume ce côté capteur connecté, je fais un abus de langage depuis le début, je m'en excuse, entre le capteur qui est le composant, j'y reviens, et le capteur qui est l'objet final, qui va inclure une batterie en général et une connectivité. C'est ce capteur-là dont je parle ici. Au final, c'est très simple de faire un capteur connecté. C'est 3 choses. C'est une source d'énergie, une source de connectivité, une source de data ou une sortie de data, donc sensor ou actuator, pour ceux qui veulent parler un peu plus langage électronique. Et au final, c'est juste ces 3 choses-là. On parle de capteur depuis le début. Qu'est-ce que c'est qu'un capteur? C'est quelque chose qui se transforme une donnée physique en donnée mesurable, digitale en général. C'est un secteur qui vient plutôt du secteur de l'automobile. Le vrai changement a eu lieu quand les premiers téléphones ont commencé à avoir des accéléromètres. C'était le N95 de chez Nokia, c'était l'iPhone. Et c'est là qu'on a commencé à mettre des capteurs, des MEMS donc, dans des choses qui n'étaient pas censées en recevoir. À cette époque-là, tout le monde trouvait ça bien évidemment inutile, juste pour pouvoir changer l'orientation de mon téléphone, c'était gadget. Il faut savoir qu'à l'époque, ça rajoutait 15 $ sur la BOM, donc sur le coût des composants finaux. Maintenant, vos téléphones, ils ont 50-60 capteurs divers et variés. Un capteur de proximité pour savoir si vous êtes proche de l'oreille et si l'écran doit s'éteindre. Et je vous en passe plein. On peut trouver énormément de capteurs. Encore une fois, là, on est dans l'industrie un peu lourde. Certaines startups se lancent uniquement sur des nouveaux capteurs. Secteur de la pollution, par exemple, avoir une mesure fine du taux de particules. Avoir une mesure fine de certains gaz qui peuvent être dans l'air, avoir une mesure fine de l'humidité dans le sol. Des startups se lancent là-dedans parce qu'elles savent que le marché de la consommation, donc de l'achat de capteurs, ne va faire que grandir. Vous avez une super liste sur Wikipédia si vous voulez plein de capteurs différents. Ce que je vais vous montrer, c'est les exemples pour aller au-delà de ça. Quand on parle IoT, encore une fois, je reviens sur ce quoi je me bats. C'est compliqué ça. C'est-à-dire cette notion tout le temps B2C, B2C, B2C. Donc IoT égale un bracelet connecté pour suivre mon activité. Et des choses pas du tout sexy, genre ça. Ça, c'est quoi? C'est un capteur de télérelève. C'est certainement un des marchés les plus matures dans l'IoT. On a tous entre 2 et 3 compteurs chez nous. On met EDF de côté, puisqu'ils utilisent en partie le courant porteur, donc ils n'ont pas de solution spécifique. Votre compteur d'eau, votre compteur de gaz, en général, vous n'allez pas trop y mettre un équipement électrique qui doit être branché avec une rallonge. En général, c'est sous votre évier. Comme de par hasard, il n'y a pas de prise à ce niveau-là. Donc vous avez besoin de quelque chose de complètement autonome.
Ce marché-là, pour la petite anecdote, ça vient d'un truc pas sexy non plus qui s'appelle le M2M, le machine to machine. Dans ce secteur-là, les gens s'arrachent les cheveux quand tout le monde parle de buzzword autour de l'IoT. Eux, ça fait 20 ans qu'ils font des choses dans ce secteur. Mais les nouvelles avancées, notamment en connectivité, mais surtout aussi au niveau du cloud et de la gestion des données, leur a changé complètement leur secteur. Je surveille. Donc ça c'est capteur simple. Donc là je vous donne, il va y avoir des exemples qui se basent sur du Sigfox, des exemples qui se basent sur d'autres types de connectivité, c'est volontaire, pour vous montrer tout l'aspect non sexy de mettre des capteurs un peu partout. Là j'ai regroupé 2 exemples de ce que j'ai appelé du monitoring d'éléments vitaux. C'est-à-dire que si vous avez un défibrillateur qui ne marche pas, ou une borne à incendie qui ne marche pas au moment où son utilisation est nécessaire, c'est vital pour les personnes qui doivent l'utiliser. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Côté défibrillateur, c'est juste un capteur qui vient lire une diode qui dit si le défibrillateur est fonctionnel. Donc là en plus, on ne change pas la box qui entoure le défibrillateur, en l'occurrence c'est la box, hein, c'est le packaging dans lequel le défibrillateur est. On rajoute juste ce capteur-là, et donc si la diode ne marche plus, là, on peut déclencher une intervention. Pareil, même système de détection de non-fonctionnement. Alors, ce n'est pas avec une diode, mais sur les bornes à incendie. Si vous connaissez un peu le secteur des pompiers, un pompier qui arrive et qui a une borne à incendie qui ne fonctionne pas, il perd entre 5 et 15 minutes. Ces 5 et 15 minutes-là, par rapport à un feu, sont extrêmement cruciales. Je surveille mon temps, moi. Des trucs pas sexy non plus, mais qui vont être déployés en masse, c'est tout ce qui est capteur pour l'agriculture. Vous avez une boîte ici qui s'appelle Winat, qui est à Nantes, une autre qui s'appelle Zencrop, enfin il y en a plein qui arrivent. Là je vous ai mis des capteurs simples qui sont déployés dans les champs pour mesurer humidité, température. L'intérêt pour l'agriculteur, c'est qu'en fait à la limite c'est même pas on lui met ses capteurs, et le soir il regarde son dashboard et il sait ce qu'il doit faire le lendemain, parce que la data a été analysée, parce que j'y reviendrai, mais c'est effectivement toute l'analyse de la data qui est importante, et il sait quoi faire. Ce n'est pas juste la data brute, on le transforme de la donnée brute en service. Il y a un exemple tarte à la crème qui est les capteurs sur les parkings dans les villes, pour savoir où est-ce qu'il faut se garer. Il a du mal à décoller celui-là. Je vais vous donner un autre exemple je mets un capteur sur les routes. Un exemple dont j'ai entendu parler hier, que je trouve fantastique parce que jamais on n'y aurait pensé. Vous mettez des capteurs pour détecter le verglas sur les routes. Vous mettez ça un peu partout, vous changez complètement votre efficacité sur le salage l'hiver, et là vous sauvez des vies clairement parce que vous allez mieux saler, vous allez en plus gagner de l'argent parce que vous allez économiser des ressources pour être sûr que votre gars ne resale pas toujours au même endroit, il est toujours dans les mêmes circuits. Ça uniquement à base de capteurs. Notre exemple assez classique, c'est tout ce qui est monitoring des containers, pour éviter qu'après votre soirée du samedi soir, quand vous allez dimanche matin jeter vos bouteilles à un container, vous soyez embêté parce qu'il est plein et parce qu'en fait ils ont mal géré leur relevé. Ça c'est en train d'être déployé dans énormément de villes. Plein de solutions différentes existent, mais c'est autant les petites poubelles que les containers, que les containers de récupération de vêtements aussi. Et encore une fois, c'est très simple, c'est un capteur, en général ultrason, qui juste mesure le taux de remplissage et qui envoie ce taux-là, et qui ensuite est intégré à un système pour gérer le relevé des containers. 1 minute 50. Des ruches connectées. Je ne sais pas si vous savez, on perd nos abeilles. C'est extrêmement grave. 25%, enfin en tout cas c'est assez énorme d'année en année. Mettre des capteurs qui permettent de mieux gérer ce qui se passe au niveau des ruches, sachant qu'en général les ruches, elles ne sont pas dans les villes, elles sont complètement perdues dans les campagnes, dans les forêts, et de mieux gérer le circuit pour aussi faire que les apiculteurs puissent augmenter le nombre de ruches qu'ils gèrent. Vous mettez une balance connectée et quelques autres capteurs qui permettent de mesurer l'activité autour d'une ruche. Les boutons. Vous avez tous entendu parler des boutons, les boutons de Amazon à droite, les boutons d'une boîte finlandaise qui s'appelle Button, BT.IN. Tous ces boutons-là font un truc très simple, c'est vous avez un besoin, vous appuyez sur le bouton, vous avez besoin d'un taxi, vous avez besoin de remplacer, ou une nouvelle commande de couche, forcément sur Amazon, vous allez cliquer sur le bouton. On est quelques-uns à être persuadés que les boutons sont une étape intermédiaire, et en fait on va très vite zapper les boutons. Ça sert à quoi que j'appuie sur un bouton pour dire que j'ai besoin de nouvelles pastilles pour ma machine à laver la vaisselle, si en fait
ma prochaine machine à vaisselle vient avec un accessoire qui est un bac à Bastille, qui en fait va automatiquement commander quand ce bac est vide. Je n'ai pas envie d'appuyer sur un bouton pour ça. Des projets aussi non-profit, malheureusement le temps est trop court, donc je vais passer sur celui-là, sur la fondation. Pareil sur le Sensit, mais je vais revenir sur qui est un device connecté pour ceux que ça intéresse, qui est un démonstrateur Sigfox multicapteur. On ne fait pas de device, sauf celui-là, pour vous faire des démos, mais j'ai pas le temps de la démo. Mais ça marche, évidemment, même ici, sans blaguer en plus. Je prends 1 minute de plus, ça c'est pour Alex derrière. Si on revient sur ces 3 piliers, nous on s'attaque à la connectivité, d'autres s'attaquent aux capteurs, comme je vous l'ai dit, d'autres acteurs s'attaquent à ceci. J'ai mis qu'une slide, je pourrais en faire une presse, c'est ce qu'on appelle l'energy harvesting, toutes les nouvelles techniques de récupération d'énergie pour faire en fait des systèmes sans batterie. Du coup, on arrivera à ça, qui est le Graal de la sensorisation du monde, c'est de dire, je vais pouvoir mettre des capteurs éternels, à la fois de par la connectivité, à la fois de par l'énergie, et donc je n'ai pas à gérer de rechargement, de maintenance, des capteurs extrêmement simples, je les déploie et ils sont éternels. Je l'ai un peu dit, tout est sur la data. Je vous conseille un livre qui s'appelle Enchanted Objects de David Rose, qui vous expliquera pourquoi, notamment dans cette idée de sensorisation du monde, on ne veut pas rajouter des objets, on veut rajouter des sensors sur de l'existant pour les rendre enchantés, c'est-à-dire les rendre magiques. Ma machine qui commande automatiquement des pastilles, c'est magique. Je n'ai pas besoin d'un écran en plus pour ça. J'avais 3 questions pour vous. Voir comment on peut voir le monde, un capteur après un capteur. Mais surtout, maintenant que vous savez que vous pouvez rajouter des capteurs facilement n'importe où, comment collecter cette donnée-là pour faire du sens de façon globale. Juste avant, je parlais avec Gaël Musquet, vous pouvez aller voir, c'est celui qui est la voiture de la fonderie, sur comment les capteurs peuvent être utilisés pour détecter les tsunamis. À partir du moment où vous pouvez mettre des capteurs un peu partout de façon autonome, ça change complètement la donne sur la détection d'alerte. Et si vous rajoutez à ça un autre sujet, un autre buzzword, qui est l'intelligence artificielle et le machine learning, si ces systèmes-là, vous les alimentez avec de la donnée réelle, le champ des possibles est assez sympathique. Merci à tous. Hop. Merci Cédric. Attends, reste encore quelques... T'as voulu prendre 1 minute de plus, mais on va t'accorder... C'est parce que le prochain speaker n'est pas là. De quoi? Si, il est là. Hein? Mais on va prendre quelques questions, parce que je pense que dans la salle, il y en a quelques-unes. Je ne savais pas qu'on avait le droit. Cool. Bon, bonjour. Conférence hyper intéressante. Moi, je fais des poubelles connectées avec la technologie concurrente, plutôt LoRa. Et la vraie question, c'est... Bonne chance. Merci. Pardon, il faut toujours faire ça. C'est toujours... Ouais, enfin, pour le moment, on commence avec du LoRa. Et la vraie question, c'est de se demander, est-ce qu'en réalité, le vrai Graal, ce n'est pas un objet permanemment connecté, mais non évasif, en fait? Parce que je pense que dans le paradigme, il y a quelque chose qui manque, c'est l'absence de... On n'a pas besoin que l'objet connecté soit hyper présent dans notre vie et d'avoir une relation permanente avec elle. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de rajouter ça en Energy Independent, non-invasive Connected Sensor? Je suis entièrement d'accord. Ok. Entièrement d'accord dans le fait que le vrai Graal, c'est d'oublier que c'est connecté. Et c'est cette notion d'enchanté, en fait, que je récupère de David Rose, pour le fait que ma poubelle, en fait, je m'en fiche qu'elle soit connectée. C'est en quoi ça va changer son usage qui la rend intéressante. Donc c'est plutôt une approche par les usages. Ouais. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que vous gérez vos relations avec vos providers de sensors? Parce que vous n'êtes pas un fabricant de sensors. Donc finalement, vous avez un réseau, mais vous êtes énormément dépendant des fabricants de sensors. Et comment est-ce que vous gérez les relations avec eux? En général, on est dépendant quand on a une relation exclusive. Je n'ai pas compris. En général, la dépendance, c'est plutôt quand on a une relation exclusive avec quelqu'un. Oui. Quand vous êtes agnostique, au contraire, le fait d'être indépendant vous permet d'avoir accès à tout un écosystème existant. Parce que la problématique, c'est que c'est une approche par les usages. Et vous n'apportez pas d'usage. En fait, normalement, un réseau comme Sigfox est transparent à l'utilisateur, totalement. Alors, comment vous gérez la problématique d'exister et la problématique de la relation que vous avez forcément besoin des fournisseurs de sensors pour exister? Je n'ai pas la réponse, en fait. On a besoin des fournisseurs de capteurs, des fournisseurs de devices, des fournisseurs de sensors. Ces sociétés-là ont besoin d'une solution de connectivité comme la nôtre. Et en l'occurrence, désolé, je vais troller, si vous voulez une solution de connectivité existante actuellement déployée
sur un réseau bas débit global, 90% du territoire, dans 6 pays européens, dans 19 pays en déploiement, il n'y a que Sigfox. Bon, c'était la petite autopromo. Bon. Ah ben là, je suis obligé. Hein. Un grand merci. Merci. Merci à tous.